Il y a beaucoup d'optimisation, il y a beaucoup de performance dans le vivant, et pendant très longtemps, c'est ce qu'on a mis en avant, nous les biologistes, hein, et puis donc les citoyens on a voulu voir la face performante du vivant. Et alors c'est incroyable, hein, parce qu'en effet, on peut trouver des choses complètement dingues dans le vivant. L'ourson d'eau, le tardigrade, qui est capable d'aller dans l'espace, se prendre 165 degrés, enfin 160 degrés plus, hein, 160 degrés, puis après moins de 100 degrés quand il est dans la nuit. Hein, tout ça dans le vide interstellaire. Enfin, c'est quand même assez dingue. Hein. Là, il fait de la cryptobiose, donc en gros, il se déshydrate complètement, il laisse passer le truc, et puis après, hop, il se réhydrate, et donc il survit. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Voilà, c'est donc là une performance dingue. Hein. On peut penser à plein d'autres choses. Hein. Enfin, mais sinon, c'est les documentaires animaliers. Hein. C'est mon exemple favori. Hein. Des lions de la savane, tous les animaux de la savane là, qui chassent. Et donc le moment de la chasse, c'est un moment de performance. Hein. C'est la ligne droite, hein, le chemin le plus court. Donc évidemment que là, il y a de la performance, mais c'est réduire le vivant à juste ces petites phases de performance. C'est que la lionne qui chasse, ça dure quelques secondes. Les lions, ils dorment entre 16 et 20 heures tous les jours. Nous-mêmes, hein, on dort beaucoup en fait, hein, voilà, 8 heures, peut-être 7-8 heures par nuit. Enfin, il y a beaucoup de temps comme ça où on n'est pas performant. Et pareil pour le tardigrade. Hein. En fait, quand il fait de la cryptobiose, en fait, il n'est pas en train de lutter contre des basses températures ou des hautes températures. Il laisse passer la vague. Si je prends les bactéries, par exemple, les bactéries qui résistent aux antibiotiques, alors on pourrait dire, ça, c'est une extraordinaire performance. Mais en fait, non, elles dorment. Pareil. Elles se mettent en vie ralentie, elles laissent passer l'antibiotique, et hop, quand elles se réveillent, c'est bon, elles ont passé la vague. Donc en fait, c'est notre regard sur le vivant qui est très problématique, à mon avis. C'est justement c'est un indice supplémentaire de notre endoctrinement dans l'idée d'une performance positive. Puisqu'on a un rapport affectif au vivant, eh ben on fait coller nos idées culturelles d'une performance positive sur le vivant. Et donc on pense que le vivant, il est à fond dans la performance comme nous. Alors qu'en fait, non, il n'est pas à fond dans la performance. Il y a quelques êtres vivants qui ont beaucoup de performance. C'est les parasites, des prédateurs dans les niches écologiques où il y a beaucoup de ressources. Là, oui, il y a beaucoup de performance. Mais le reste des écosystèmes, ce qui est la majorité, c'est pas ça. Hein. Ils sont robustes. Ouais, mais pourtant, on a un peu cette vision darwinienne de l'évolution qui sélectionnerait les traits les plus performants pour survivre. C'est pas le cas? Alors c'est ça qui est fou, c'est que Darwin, on l'a aussi très mal lu. Et en effet, hein, souvent Darwin, on va le résumer en disant c'est la survie du plus fort, la survie du plus adapté, des choses comme ça. Alors quand on lit bien Darwin, dans l'origine des espèces, oui, il y a des histoires de compétition, oui, il y a des histoires de performance. Et en plus, il a fait un voyage sur le Beagle plutôt dans les milieux tropicaux, qui sont plutôt des milieux en abondance de ressources où il y a beaucoup de compétition. Mais Darwin, c'est un naturaliste. Donc il a bien tout documenté, et quand on lit bien Darwin, on trouve beaucoup de coopération, beaucoup d'histoires de coopération chez les êtres vivants, qui vont contre la performance. Et en fait, quand on voit même l'histoire éditoriale de Darwin, donc son texte de 1859 sur la théorie de l'évolution, hein, la première fois, en fait, il écrit un texte en 1871, donc quand même plus tard, sur la filiation de l'homme, et là, il parle beaucoup de sélection sexuelle, donc en plus de la sélection naturelle. Et c'est tout le contraire, en fait. C'est mettre des plumes très colorées, c'est le paon, quoi. Voilà, quand on réfléchit bien, un paon, c'est vraiment pas le plus adapté, le plus fort. Hein. C'est au contraire une proie qui met un gyrophare pour bien dire je suis une proie, quoi. Donc normalement, ça devrait disparaître. C'est toujours là, depuis très longtemps en plus. Donc ce que nous dit Darwin, c'est que la sélection sexuelle, c'est aussi une force de l'évolution qui va contre la performance. Et donc en fait, si on lit bien tout Darwin, on va plutôt conclure que c'est la survie des plus adaptables. C'est ceux qui peuvent changer, ceux qui ont la capacité de changer, qui survivent, qui vivent en fait au cours de l'évolution. Et donc si on le lit comme ça, être adaptable, c'est le contraire d'être adapté. Parce que quand on est adapté, en fait, c'est très arrogant, quoi. On sait ce qui va se passer et du coup, on s'adapte. Et donc, on s'optimise dans une autre voie, on s'enferme dans une autre voie étroite. Si on est adaptable, on ne s'enferme pas dans une voie, on laisse plein de chemins ouverts. Ça, c'est le vivant. Darwin, il en parle très bien, hein, des organes rudimentaires notamment. Hein. Donc, chez nous, hein, c'est le dernier orteil, les muscles derrière les oreilles, des choses qui ne servent à rien. Hein. Pour Darwin, c'est le laboratoire de l'évolution, justement parce que ça ne sert à rien. Et ça, c'est incroyable qu'on n'ait pas vu ça, qu'on n'ait pas voulu lire ça chez Darwin. Ça dit énormément de notre obsession de la performance, ça ne dit rien du vivant. Est-ce que vous pouvez justement